Est-ce que vous avez eu une belle heure de lunch? Première question pour débuter cet après-midi. Ça a bien été pour votre heure de lunch? Excellent. Donc, une belle pause bien méritée, comme on dit, hein? Excellent. Alors, super. Donc, comme je vous l'ai annoncé avant l'heure du lunch, le sujet qui nous reste à discuter pour compléter le chapitre 1, c'est la tenue des dossiers. Donc, avant le lunch, on a parlé brièvement des registres, juste pour vous rappeler, vous rafraîchir la mémoire là-dessus. Quelques petites choses aussi pour vous rafraîchir la mémoire en lien avec la tenue des dossiers. Donc, selon le règlement sur la tenue des dossiers et des registres, l'acronyme qu'on utilise pour ça, c'est le DLR. Donc, il y a 5 registres, il y a 5 dossiers qu'on doit conserver. Je vais redire ma phrase parce que je me suis trompée 2 fois. Donc, selon l'article 10 du DLR, il y a 5 dossiers que vous devez conserver comme courtier et naturellement, c'est applicable autant en matière résidentielle qu'en matière commerciale. Alors, les dossiers sont les suivants. Premièrement, un dossier pour chaque contrat de courtage. Ensuite, vous devez avoir un dossier pour l'ensemble des propositions de transactions non acceptées. Ensuite, vous devez avoir un dossier pour chaque transaction. Ces 2 dossiers-là peuvent être mixés. Donc, si vous êtes le courtier inscripteur et que l'acheteur n'est pas représenté, votre dossier de transaction va être quand même votre dossier de contrat de courtage. Ensuite, on a le dossier pour l'ensemble des avis de divulgation et finalement, on a un dossier pour l'ensemble des sociétés par action au sein desquelles agissent des courtiers de l'agence. Donc, vous aurez compris avec le titre de ces 4 différents dossiers-là, de ces 5 différents dossiers-là, qu'il y en a 4 d'entre eux, donc 4 sur 5, qui sont des dossiers que vous devez avoir lorsque vous êtes à votre compte et lorsque vous travaillez au sein d'une agence, l'agence va tenir le 5e dossier. Donc, je répète, si on travaille au sein d'une agence, il y a 5 dossiers. Si on travaille pour soi-même à son compte, 4 dossiers. Un dossier, c'est principalement une filière. Donc, ça peut être une filière physique comme ça peut être une filière sur votre propre ordinateur. Donc, la méthode de classement elle-même, elle est laissée à votre appréciation. Donc, vous pourriez, par exemple, classer vos dossiers par mois, par année. Vous pourriez ensuite les classer par région. Donc, dépendamment les secteurs, les villes dans lesquelles vous travaillez, vous pouvez avoir votre sous-classement et ensuite, quand vous arrivez de façon assez précise à quelque chose, là, vous allez avoir vos différents dossiers. Vous pourriez aussi les classer, nonobstant de tout ça, par numéro de contrat de courtage. Vous pourriez les classer par adresse. Donc, la façon dont vous les classez, ça vous appartient, mais vous devez vous assurer d'avoir minimalement les 4 ou bien minimalement les 5 si vous travaillez pour une agence. Naturellement, je pense qu'il y a des dossiers, des titres de dossiers qui sont assez évocateurs. Donc, lorsqu'on vous dit un dossier pour l'ensemble des propositions de transactions non acceptées, ça veut dire lorsque vous représentez un acheteur et que vous rédigez avec cet acheteur-là une promesse d'achat qui est refusée par le vendeur, cette promesse d'achat-là, vous allez la classer dans un dossier qu'on appelle le dossier pour l'ensemble des propositions non acceptées. Donc, vous n'ouvrez pas un dossier par PA refusé, vous mettez toutes vos promesses d'achat refusées dans un seul dossier que vous conservez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire c'est quoi l'utilité de conserver des PA refusés? Parce que vous pourriez vous dire, qu'est-ce que ça donne de faire ça? La promesse d'achat a été refusée de toute façon, ça mènera pas à une transaction. Donc, pourquoi est-ce que je devrais conserver cet élément-là? Exactement, Annick, vous avez tout à fait raison, parce qu'on ne sait jamais exactement si jamais il y a un recours en lien avec cette PA-là refusée. Donc, si jamais, par exemple, l'acheteur ou le vendeur veut contester une information, on doit être capable de retracer la documentation. Donc, la raison principale pour laquelle on conserve les PA même qui ont été refusées, c'est parce qu'elles pourraient éventuellement servir comme preuve dans une action. Donc, dans une dispute, dans un recours. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut les conserver. Donc, on met tout ça dans une même pochette qu'on appelle le dossier des propositions non acceptées. L'autre dossier qui est assez évocateur aussi, c'est le dossier pour l'ensemble des avis de divulgation. Donc, on a parlé de certains scénarios où est-ce que vous avez à faire des avis de divulgation. On a déjà parlé de la divulgation de l'entente de rétribution, la divulgation
du partage de rétribution et on a parlé également au dernier cours de l'avis de divulgation lorsqu'on a un intérêt direct ou indirect dans une transaction. Donc, dès qu'on produit un avis de divulgation, on va aller classer ça dans un dossier général pour l'ensemble des avis de divulgation. Donc, l'idée, c'est que, par exemple, vous représentez votre sœur pour la vente de sa maison, vous avez signé un contrat de courtage avec votre sœur, vous avez préparé d'avance l'avis de divulgation que vous avez mis sur Centris, vous allez mettre votre contrat de courtage dans le dossier contrat de courtage et vous allez mettre l'avis de divulgation dans le dossier avis de divulgation. OK? Donc, naturellement, cet avis de divulgation-là va être en lien avec un dossier actif que vous avez, mais malgré ça, il faut aller le mettre dans le dossier qui contient l'ensemble des avis de divulgation. Et oui, effectivement, vous pouvez attacher avec cet avis de divulgation-là la preuve que vous l'avez bien fait avant votre transaction. Donc, si c'était pour la représentation d'un vendeur, vous allez vous assurer que l'acheteur signe ce document-là avant de rédiger la PA. Et si c'est dans le cas où vous représentez un acheteur, vous allez vous assurer que le vendeur signe l'avis de divulgation avant l'acceptation de la promesse d'achat. Lorsque c'est le cas, exactement, c'est à quoi j'en arrivais. Sylvie, c'est dans le registre des avis de divulgation que vous allez être en mesure de montrer ces dates-là. Donc, si vous voulez vous garder en plus un backup broché ou je sais pas trop attaché virtuellement avec votre avis de divulgation, vous pouvez le faire. Mais sachez que dans votre registre des avis de divulgation, vous avez ces colonnes-là pour démontrer les dates. Donc, si je vous montre le registre des avis de divulgation, vous voyez à la fin ici, c'est indiqué date et heure de la rédaction de l'avis de divulgation, date et heure de l'acceptation et réception par le ou le contractant pressenti de l'avis. Donc, vous mettez toutes vos dates ici et là, en un seul coup d'œil, l'inspecteur est capable de voir si vous avez suivi les règles. Donc, c'est à cet endroit-là que vous le mettez. Au niveau du CCA, règle générale, et là, je vais vous montrer 2 aides-mémoires pour vous aider à concilier l'information. Et là, je pense que je vais être obligée d'y aller aussi par partage d'écran. Donc, sur le site de Simbad, je pars le partage d'écran. Alors, sur le site de Simbad, dans la section reliée à l'inspection, donc lorsque vous allez dans l'onglet Service inspection, vous avez ensuite à droite une section qui s'appelle les formulaires de l'inspection. Et lorsque vous cliquez là-dessus, le premier onglet qui vous apparaît, ce sont les aides-mémoires. Et là, vous avez un aide-mémoire pour le dossier contrat de courtage. Donc, courtage commercial, dossier contrat de courtage. Et vous avez aussi un aide-mémoire courtage commercial pour le dossier de transaction. Donc, si on va voir pour le dossier de transaction, vous voyez ici, donc vous remplissez naturellement l'entête. Et ça, juste pour qu'on soit clair, c'est un aide-mémoire pour vous aider à garder l'historique ou bien une espèce de checklist de ce que vous devriez mettre, OK, dans votre dossier. Et là, c'est pas une liste exhaustive. Et l'OACIQ, pour essayer de vous faciliter la vie, a essayé de classer les documents selon le type de dossier. Donc, par exemple, si vous faites la vente d'un bloc appartement, vous pourriez utiliser la liste qui est en haut. Si vous faites la vente ou la location d'un édifice à bureau industriel ou commercial, vous utilisez ce qui est là. Et la vente d'entreprise, vous utilisez ce qui est ici. OK? Donc, vous avez plusieurs possibilités. Voilà. Donc, lorsque vous représentez un acheteur avec lequel vous êtes lié par un contrat de courtage, vous allez mettre effectivement votre CCA dans le dossier contrat de courtage, mais vous allez attacher le contenu du dossier contrat de courtage avec votre dossier de transaction. OK? Donc, je répète, si vous avez un CCA avec un acheteur, vous allez mettre votre CCA dans le dossier contrat de courtage et vous allez attacher ce dossier-là. Ça va devenir fusionné avec votre dossier des transactions pour lequel je vous montre la mémoire ici. Donc, dans votre dossier de transaction, vous allez avoir tout le contenu de votre dossier contrat de courtage qui est en lien avec votre CCA, dans lequel, naturellement, vous allez avoir la preuve d'identité de votre client que vous allez avoir mis dans votre CCA. Et si votre client, c'est une compagnie
ou autres types de personnes morales. Vous avez aussi les documents supports qui sont en lien avec les autres types de clients. Vous allez aussi avoir l'imprime écran de la fiche descriptive de l'immeuble concerné et vous allez avoir la promesse d'achat. Vous allez ensuite classer dans ce dossier-là tout ce qui est en lien avec les vérifications diligentes que vous allez faire avec votre client en lien avec l'immeuble. Donc, si c'est un multilogement que le client veut acheter, on va mettre là-dedans la copie des baux. S'il y a déjà une étude environnementale qui existe, on va mettre ça là-dedans. La copie du certificat de localisation. Donc, tous les documents afférents à la transaction. Et là, on vous donne une liste d'exemples. On met ça dans le dossier de transaction. OK? Est-ce que ça va pour ça? Donc, lorsqu'on représente un acheteur pour qui on va rédiger une PA, on va attacher notre dossier contrat de courtage avec le dossier de transaction et on va venir populer le dossier de transaction avec tous les documents support. Maintenant, le deuxième aide-mémoire, je vais cliquer ici en haut sur l'aide-mémoire courtage commercial, dossier de contrat de courtage. Ça, c'est lorsque vous représentez un client vendeur. Vous allez avoir un dossier contrat de courtage qui va être par lui-même, alors que, comme je le disais, lorsque vous représentez un acheteur et que vous rédigez une PA, là, vous allez joindre votre dossier contrat de courtage avec votre dossier de transaction. Ce qui veut dire que si vous représentez un acheteur avec un CCA et que ça mène jamais à une promesse d'achat, vous allez quand même avoir votre dossier contrat de courtage, mais vous n'aurez pas à joindre un dossier de transaction. Parce que le dossier de transaction, on va le créer seulement lorsqu'on a une promesse d'achat. OK? Donc, le dossier contrat de courtage, vous avez le même type de division. Donc, les immeubles en vente pour industriel, commercial, locatif, la location qui est au bas de la page et la vente d'entreprise qui est en haut à droite. Et là, naturellement, vous avez plutôt une liste de documents qui est en lien avec un listing. Donc, oui, naturellement, votre contrat de courtage. Et là, vous voyez que l'OACQ a fait le choix d'écrire contrat de service ou entente de rétribution parce que en courtage commercial, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le CCG. Donc, comme le CCG, c'est un formulaire recommandé, l'OACQ est allé avec un terme générique de contrat de service. Naturellement, la preuve de vérification d'identité, les résolutions ou la fiche du REC, si le client, c'est une compagnie, et les documents servant à votre listing. Donc, la copie de votre listing, les différents rapports et analyses des comparables, la copie du titre de propriété, du certificat de localisation, des taxes municipales, des taxes scolaires, les différents baux si c'est un immeuble locatif. On pourrait même avoir le plan des locaux, ça pourrait être intéressant si on l'a. Les factures, donc qui va justifier les dépenses en lien avec l'immeuble, les différentes expertises s'il en existe comme une étude environnementale et naturellement vos pièces justificatives de fidéicommis. Donc, si par exemple vous avez demandé à votre client une avance sur les coûts, donc parce que vous savez que vous allez faire de l'extra dans ce dossier-là comme de la publicité ailleurs et que vous voulez avoir une avance là-dessus, vous allez mettre vos pièces justificatives. Et là, c'est sûr que dans la section « Autres », ce que vous devriez toujours avoir, c'est une copie de l'index aux immeubles. Si votre vendeur, c'est une compagnie, on sait qu'on a besoin de la liste des bénéficiaires effectifs. Si votre vendeur, c'est une société de personnes, on a besoin d'une copie du contrat de société. Et vous allez également mettre là-dedans, parce que là, on vous parle de la liste des baux, mais ça pourrait inclure aussi tout avis de renouvellement qui a été envoyé ou reçu par le propriétaire. Donc, tout ce qui va compléter finalement les baux, on va mettre ça aussi automatiquement dans le dossier du contrat de courtage. OK? Donc, cet outil-là, je vous répète le chemin pour le trouver si vous voulez vous en garder une copie. Donc, vous allez sur le site de l'OACQ, vous vous connectez à la section réservée aux courtiers qui est la section SIMBAD. Une fois que vous êtes là, vous allez dans l'onglet « Services ». Vous descendez dans la liste sur « Inspection ». Lorsque vous êtes dans l'onglet « Inspection », vous allez cocher à droite les formulaires de l'inspection. Et une fois que ça c'est fait, vous avez la première section en haut qui est l'aide-mémoire. Et les deux premiers, ce sont les aides-mémoires adaptées pour le commercial. OK?
Donc, pas vraiment plus compliqué que ça pour les dossiers. Donc, ça fait pas mal le tour des rappels que je voulais vous faire. Donc, c'est sûr qu'il faudrait pas mal connaître par cœur les 5 types de dossiers et les 6 types de registres et savoir que dans les 2 cas, il y a un dossier et un registre qui est applicable seulement pour les agences. Donc, si jamais on vous pose ce type de questions-là à votre examen de certification, je pense que ça serait très pertinent d'apprendre cette information-là par cœur. Et je pense que ça serait pertinent aussi de peut-être apprendre ou du moins vous créer une espèce de façon de retenir les documents principaux qu'on va retrouver, surtout dans le registre du contrat de courtage et dans le registre des transactions. Donc, c'est surtout ces 2-là qui vont être les plus volumineux. Donc, ça serait peut-être intéressant pour vous de vous faire une petite liste d'éléments qu'on retrouve là-dedans au cas où vous auriez ce type de questions-là à votre examen de certification. Donc, le CCV, qui est en commercial, le CCG, va aller dans le dossier de contrat de courtage. Et si jamais vous avez un acheteur qui n'est pas représenté par un courtier et que vous aidez cet acheteur-là à remplir la PA, là, vous pourriez aussi avoir un dossier de transaction. Mais si vous êtes seulement le courtier inscripteur et que l'acheteur est représenté par son propre courtier, vous n'avez pas besoin d'un dossier de transaction parce que c'est le courtier collaborateur qui va avoir le dossier de transaction avec la PA acceptée et autres. Vous, comme courtier inscripteur, vous allez vous garder une copie de la PA acceptée, mais vous allez simplement la mettre dans votre dossier de contrat de courtage. Vous n'avez pas besoin de vous créer un dossier de transaction. Donc, c'est juste lorsque l'acheteur n'est pas représenté par courtier. Là, vu qu'il n'y a personne pour le faire, c'est vous, courtier inscripteur, qui devez le faire, constituer ce dossier de transaction que vous allez attacher, grosso modo, à votre dossier de contrat de courtage. Merci Sylvie pour la question. C'est vrai que j'avais peut-être pas été autant dans le détail ou aussi clair, là. Donc voilà, ça fait le tour de ce que j'avais besoin de vous rappeler en lien avec les règles éthiques et déontologiques. Comme je vous l'avais un peu annoncé là, au début de cette section-là, c'est sûr que c'est impossible pour nous de faire 45 heures de cours sur cette thématique-là. Si on regarde la planification du cours aujourd'hui, on est déjà un peu en rattrapage parce qu'en fait, la plupart des sujets qu'on a couverts aujourd'hui, là, depuis la rétribution ce matin jusqu'à la publicité, c'était des sujets qui étaient en fait au plan de cours pour la semaine passée. Techniquement, aujourd'hui, on aurait dû commencer tout de suite avec la tenue des dossiers et des registres parce qu'on a beaucoup d'autres sujets à couvrir. Donc, vous le voyez ici, là, à la deuxième page de la planification pour aujourd'hui. Le cours d'aujourd'hui devait porter pour moitié sur le début du chapitre 2 et il est déjà 13h22. Donc, on a déjà largement dépassé la moitié du cours et c'est là qu'on va commencer le chapitre 2. Donc, vous voyez là que c'est impossible de revoir toutes les règles d'éthique, de déontologie, de publicité, de collaboration, de tenue des livres, de tenue des registres, de comptabilité en fidéicommis, d'assurance. C'est impossible de voir tout ça et c'est pour ça que votre manuel, il est autant détaillé, OK? Parce que vous avez sûrement remarqué qu'à travers le matériel, j'ai pas fait la lecture page par page. Donc, si vous voyez que vous avez un besoin à ce niveau-là, que vous trouvez que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait une certaine chose dans vos actions professionnelles, lisez d'or et avant tout le manuel parce que ça contient énormément d'informations qui a été d'ailleurs tiré des manuels de loi et de droit en matière résidentielle avec les adaptations nécessaires pour le commercial, mais vous avez essentiellement la même information. Et l'autre outil que je pourrais peut-être vous partager, là, c'est mon collègue Maître Ditulio au collège qui avait préparé ça il y a quelques temps. C'est la séquence des actes professionnels. Donc, je vais vous les partager dans le cours d'aujourd'hui. Je vais aller vous les débloquer dans le cours. Et en fait, ça, c'est un petit peu un résumé des grandes étapes que vous devriez suivre lorsque vous voulez représenter un vendeur et lorsque vous voulez faire une promesse d'achat avec un acheteur.
Donc, je le répète, là, ça a été préparé par mon collègue Maître Ditulio et lui, en fait, vous a dressé sous forme de schéma un peu les grandes étapes, les grandes actions professionnelles. Donc, ça aussi, ça peut vous servir un peu de résumé de ce qui aurait été vu à la fin du chapitre 1. Ah, ben excellent, si ça a été votre prof en résidentiel, vous allez reconnaître son écriture. Donc, la façon de lire les tableaux, là, c'est peut-être pas clair, là, mais faut suivre le fil conducteur, OK? Donc, on descend la première colonne, on remonte en haut, on va à la deuxième colonne, on redescend et on va jusqu'à la fin. OK? Donc, ça, c'est la séquence des actes professionnels pour un contrat de courtage. Et vous avez aussi la séquence des actes professionnels pour la promesse d'achat. Donc, je vais vous le mettre aussi à l'écran. Donc, on va lire l'aide-mémoire de la même façon. Donc, on descend la première colonne, on remonte, on descend et on va ici. Donc, c'est la façon de le lire. C'est fort possible que si vous êtes déjà courtier-courtière, il y a peut-être des étapes que vous ne faites pas nécessairement dans cet ordre-là et c'est correct, OK? Donc, si je reviens à la séquence des actes professionnels pour un contrat de courtage-vente, c'est possible que pour vous, par exemple, je ne sais pas trop moi, peut-être que vous allez, par exemple, vous informer des prêts hypothécaires et de l'éventuelle pénalité pour remboursement avant de discuter avec votre client des frais rattachés à la vente. Donc, ces deux étapes-là et même la recommandation d'une inspection pré-vente, ces trois étapes-là, ça n'a pas vraiment d'importance à quel moment ou dans quel ordre, je devrais dire, on les fait. Donc, voyez-vous, je ne veux pas nécessairement que vous voyez ça comme un carcan qui est fixe. C'est juste une suggestion de chronologie, mais il y a certaines étapes, bien entendu, que vous pourriez faire dans un autre ordre que celui-là. Donc, vous pourriez aussi décider, par exemple, de préparer la DV avant de commencer à remplir votre contrat de courtage. OK? Donc, les deux, d'habitude, on les fait en parallèle, mais vous pourriez dire, moi, je vais commencer par dresser le portrait de l'immeuble et ensuite, je vais aller voir qu'est-ce que je peux offrir aux clients dans le contrat de courtage. Donc, ici, vraiment, là, il y a des étapes qui peuvent être interchangées sans que ça soit une infraction aux règles éthiques et déontologiques. Donc, si c'est la première fois, vous n'avez jamais suivi de cours, je pense que c'était pas le cas là, dans votre groupe, là, si je me rappelle bien le sondage, mais si jamais là, tout ça, c'est nouveau pour vous, allez-y avec la chronologie que vous avez là, mais si vous êtes déjà courtier-courtière ou en voie de le devenir, puis que vous avez un autre ordre que celui-là, tant que ça a été validé puis que vous savez que c'est conforme, moi, il n'y a pas de problématique avec ça. Là. De toute façon, si jamais on vous pose des questions à ce sujet-là dans un examen, c'est sûr qu'on ne vous donnera pas un scénario où est-ce qu'il y aurait des étapes interchangeables puis essayer de vous piéger. Donc, on irait vraiment avec des étapes que c'est clair qu'il faut que je fasse une avant l'autre. Par exemple, c'est clair qu'il faut que je vérifie l'identité du client avant de lui faire signer le contrat de courtage. Donc, si on était pour vous donner une question à cet effet-là, on vous donnerait des étapes que clairement, elles ne peuvent pas être interchangées. OK? On n'irait jamais vous piéger avec des trucs qu'on pourrait interchanger sans que ça ait de conséquences sur l'opération de courtage. D'accord? Donc, ceci étant dit et étant débloqué dans le cours d'aujourd'hui, si vous ressentez le besoin de le télécharger, on est maintenant prêt à aller étudier le chapitre 2 du manuel. Donc, on a enfin terminé les vérifications préalables à la signature d'un contrat de courtage. On est maintenant prêt à aller regarder le contrat de courtage lui-même. Donc, j'avance avec vous dans le manuel et je suis maintenant à la page 48 de votre manuel. C'est l'introduction au chapitre 2. Donc, le chapitre 2, si au lieu de vous parler de l'introduction, je vous montre le schéma des concepts clés, vous allez voir qu'on va voir dans ce chapitre-là beaucoup d'éléments maintenant en lien avec l'immeuble commercial lui-même. OK? Donc, on va commencer le chapitre en parlant du certificat de localisation. On va regarder cet outil indispensable pour une transaction commerciale. On va ensuite s'assurer de comprendre c'est quoi les types d'immeubles qui font partie de votre travail comme courtier commercial. Donc, oui, on a parlé dans le chapitre 1 de votre champ pratique comme courtier, mais là, on va aller creuser un petit
peu plus pour voir c'est quoi les différentes catégorisations de biens qui sont considérés comme des immeubles commerciaux. On va ensuite aller regarder comment est-ce qu'on remplit les sections du contrat de courtage lui-même. Donc, on va attirer votre attention sur tout ce qui est qualification des biens, contrat de service et déclaration et obligation du vendeur. Et par la suite, on va revenir au sujet de la copropriété. Donc, dans la chronologie du chapitre 2, la copropriété débute assez tôt, mais moi, je préfère garder cet élément-là pour la fin, OK? Donc, on va commencer par tous les autres sujets et lorsqu'on sera à l'aise avec nos sujets, là, on va parler de la copropriété. Donc, c'est un peu comme ça que se développe le chapitre 2. Règle générale, le chapitre 2, c'est le dernier chapitre qui est à l'étude pour l'évaluation mi-cours, parce que je vous rappelle que pour votre groupe, l'intra s'en vient à grands pas. Donc, on a le cours d'aujourd'hui, on a le cours du 22 et ensuite, c'est votre mi-cours du 25 au 27. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir et ce qu'on va voir au prochain cours dans le chapitre 2, ça va conclure ce que vous avez besoin pour l'évaluation mi-cours, OK? Tout le reste du chapitre 2 qu'on n'aura pas couvert au prochain cours, c'est exclu de l'évaluation, OK? Donc, la semaine prochaine, je vais regarder avec vous les instructions pour l'évaluation mi-cours et je vais vous pointer dans le manuel les sujets qui sont à l'évaluation mi-cours et ceux qui ne le seront pas. Parce que idéalement, on aurait aimé ça que tout le chapitre 2 fasse partie du mi-cours, mais on n'a pas le temps de couvrir tout le chapitre 2 avant qu'on arrive à la moitié des heures qu'on a à faire ensemble. Donc, premier sujet que vous avez à partir de la page 50 dans le chapitre 2, c'est un résumé de la théorie en lien avec le certificat de localisation. Donc, pour votre groupe, là, ça ne devrait pas être une surprise considérant votre expertise, votre bagage. Le certificat de localisation, c'est un indispensable pour faire une transaction. Et ça, c'est vrai autant pour un immeuble résidentiel qu'un immeuble commercial. Alors que je veuille vendre une maison unifamiliale à Laval ou que je veuille vendre le Carrefour Laval, le centre commercial, dans les deux cas, je vais avoir besoin d'un certificat de localisation. Pourquoi? Premièrement, parce qu'un certificat de localisation, c'est un document officiel pour lequel l'arpenteur géomètre porte une responsabilité professionnelle. Ce qui veut dire que toute l'information que vous allez puiser du certificat de localisation, l'arpenteur géomètre s'en porte garant, s'en porte responsable. Donc, si jamais l'arpenteur géomètre avait fait une erreur et que vous avez repris cette information-là dans vos contrats, c'est pas vous qui allez en être responsable, mais bien l'arpenteur géomètre. Par exemple, dans votre contrat de courtage, vous devez mettre les dimensions et la superficie de votre immeuble. Et si vous vous fiez au certificat de localisation pour remplir ces sections-là et qu'il s'avère que l'arpenteur géomètre s'était trompé, si un jour quelqu'un s'en plaint, l'arpenteur va être responsable de cette erreur-là et non pas vous. Donc, première utilité du certificat de localisation, c'est qu'on a quelqu'un qui s'en porte garant. Donc, on sait que l'information qui est à l'intérieur, c'est de l'information qui est fiable. Deuxième raison pour laquelle un certificat de localisation, c'est indispensable, c'est qu'il y a beaucoup de choses que le courtier immobilier ne pourra pas lui-même déceler visuellement. Et même si le courtier immobilier a une visibilité sur l'immeuble, il y a certaines choses qui ne font pas partie de votre travail. Je vous donne deux exemples. Premièrement, lorsque vous regardez, vous allez visiter un immeuble commercial avec votre vendeur, vous vous promenez sur le terrain, c'est impossible pour vous visuellement de savoir s'il y a ou non des servitudes qui affectent cet immeuble-là. Donc, oui, je suis capable de voir qu'il y a peut-être des fils d'Hydro-Québec, mais profondeur, largeur, localisation de la servitude, je ne peux pas le savoir à moins de consulter le certificat de localisation. Donc, c'est le travail de l'arpenteur géomètre de vous donner une représentation visuelle de certains droits qui affectent l'immeuble et que visuellement, on ne peut pas voir lorsqu'on visite l'immeuble. C'est la même chose si jamais il y a des conduits souterrains. Donc, si c'est un immeuble qui est desservi par des conduits de gaz métro,
visuellement, lorsque vous allez visiter l'immeuble, ça va être impossible pour vous de le savoir. Vous n'allez pas commencer à excaver le terrain pour voir s'il y a des tuyaux de gaz métro. Donc, c'est l'arpenteur géomètre qui va pouvoir vous en parler. Sylvie, vous soulevez un bon point. Les servitudes sont publiées au registre foncier, mais le fait que la servitude soit publiée ne vous permettra quand même pas d'avoir cette représentation visuelle. Parce que si vous allez chercher une servitude en faveur de gaz métro, bonne chance à la lecture de la servitude pour savoir exactement sur le terrain où est-ce que c'est situé cette servitude-là. Donc, ça, c'est l'expertise de l'arpenteur géomètre de lire un document avec des coordonnées géographiques et d'en faire la représentation visuelle sur un plan. Okay? Donc, à moins que vous soyez quelqu'un qui soit excellent en cartographie, au lieu de vous lancer dans ce type d'expérience-là, vous n'avez qu'à vous fier au certificat de localisation. Donc, ça, c'était l'exemple de quelque chose que vous ne verrez pas visuellement lorsque vous visitez l'immeuble. Autrement, il y a peut-être des choses que vous allez voir visuellement, mais pour lesquelles vous n'allez pas vous-même prendre des mesures. Par exemple, si c'est un immeuble qui est situé au bord d'un cours d'eau, vous êtes capable de voir qu'il y a un cours d'eau. Vous savez qu'au bord d'un cours d'eau, il y a une bande de protection riveraine, mais c'est certainement pas vous, avec un ruban mesuré, qui allez déterminer elle est située où cette bande de protection riveraine. C'est la même chose avec un immeuble commercial qui est situé au cœur historique d'une ville. Donc, bien souvent, lorsqu'on est dans le quartier historique d'une ville, les bâtisses, à l'époque, étaient construites très près les unes des autres, très près de la rue aussi. Et on sait qu'au terme du Code civil, il y a des règles à respecter, il y a des distances minimales à respecter. Donc, encore là, c'est pas vous avec votre ruban à mesurer qui allez valider. On est-tu bien à 6 mètres de la rue? C'est pas vous qui devez faire ça. C'est pas votre responsabilité à vous comme courtier. Donc, même si vous êtes capable de voir que la bâtisse, elle est très près de la rue, c'est le travail de l'arpenteur géomètre avec ses outils spécialisés de prendre des mesures précises et de comparer tout ça avec les règlements municipaux. Donc, le certificat de localisation, c'est un indispensable et c'est un indispensable même dans le cas d'un terrain vacant. Donc, des fois, on pourrait être sous l'impression que parce qu'il n'y a rien qui est construit sur ce terrain-là, on n'aurait pas besoin de certificat de localisation, mais ça, c'est totalement faux. Parce que à la base, un certificat de localisation, c'est là pour localiser un lot. Hein? L'arpenteur géomètre, ce qu'il localise d'abord et avant tout, c'est le terrain lui-même, donc les dimensions, la superficie, sa localisation géographique par rapport à d'autres terrains. Donc ça, c'est la première chose que l'arpenteur fait. Et accessoirement, l'arpenteur va vous dessiner dans le certificat de localisation les constructions principales et accessoires. Donc, un terrain vacant doit être arpenté et doit faire l'objet d'un certificat de localisation. Hein? Parce que, imaginez-vous, un terrain en zonage commercial, terrain vacant en zonage commercial, on a un acheteur qui serait intéressé parce qu'il veut construire un gratte-ciel là-dessus, mais finalement, avec le certificat de localisation, on découvre qu'en plein milieu du terrain, il y a un conduit de gaz métro avec une servitude. Ça va vraiment venir freiner les plans potentiels d'un acheteur. Vous comprenez? Donc, même pour un terrain vacant, je ne suis pas capable visuellement de découvrir tout ce qui est en lien avec ce terrain-là et je laisse ce travail-là à l'arpenteur géomètre. Le certificat de localisation, il comprend 2 parties, donc une partie rapport, une partie plan. Vous devez avoir ces 2 composantes-là dans votre dossier. OK? Donc, des fois, il y a des vendeurs qui vont avoir séparé les 2 parce qu'il y avait juste besoin du plan pour faire une visite à un moment donné pour, je sais pas trop, moi, faire clôturer le terrain commercial. Donc, ils ont détaché le plan du certificat pour aller juste avec ça. Et là, finalement, le plan s'est perdu, on a juste le rapport. Donc, qu'on soit clair, si on a égaré l'une ou l'autre des parties du certificat, il faut refaire une copie conforme par l'arpenteur géomètre. Il y a aussi des cas où est-ce que le vendeur va peut-être avoir perdu la totalité du certificat de localisation. Donc, bien souvent, le notaire va faire une belle petite enveloppe lorsqu'on achète avec tous les documents relatifs à la transaction. Et là, des fois, dans l'énervement, on peut avoir
égarer cette enveloppe-là et donc égarer le certificat de localisation. Lorsque c'est le cas, petit truc pour vous, pour ne pas avoir à appeler tous les bureaux d'arpenteurs qui sont dans le quartier. Donc, petit truc, la grande majorité des notaires, dans le titre d'acquisition, vont donner les coordonnées du certificat de localisation qui a été utilisé pour la transaction. Donc, si vous allez dans le titre de propriété de votre vendeur et que vous allez dans la section des déclarations du vendeur, le notaire devrait vous avoir écrit là que la transaction a été faite basée sur le certificat de localisation produit par tel arpenteur sous tel numéro de 6 minutes et à telle date. Donc, au lieu, comme une poule pas de tête, comme on dit, d'appeler tous les bureaux d'arpentage pour savoir c'est qui a fait le dernier certificat de localisation, allez simplement lire le titre de propriété de votre vendeur et vous allez y retrouver l'information. Je vous mentionne cette information-là parce que ça doit être clair pour vous. Le certificat de localisation n'est pas publié au registre foncier. Quelqu'un peut me dire pourquoi est-ce qu'on ne peut pas publier un certificat de localisation au registre foncier? Parce que vous vous dites peut-être, il me semble que ça serait pratique à l'index d'avoir le certificat de localisation. Exactement, Sylvie, parce que c'est pas un contrat qui crée, modifie ou éteint des droits. C'est un document préparé pour constater l'état physique et juridique d'un immeuble. Donc, comme il n'y a pas de transfert de droit, de modification ou d'extinction de droit, je ne suis pas capable de publier ce document-là au registre foncier. Donc, le client vendeur doit me le fournir. Si jamais c'est perdu, on va aller voir dans le titre de propriété pour voir qui est l'arpenteur qui a produit le dernier certificat et on va requérir une nouvelle copie conforme. Le certificat de localisation va naturellement vous servir à remplir la section 3 du CCG. Donc, dans le contrat de courtage vente commerciale, vous avez essentiellement la même section 3 que dans un CCV, dans laquelle vous devez mettre l'adresse civique de l'immeuble, sa désignation cadastrale et ses dimensions et sa superficie. OK? Donc, c'est la même utilité que vous allez faire principalement du certificat de localisation. Et on vous rappelle également que pour les mesures, donc pour les dimensions et pour la superficie, vous devez contrevalider l'information avec le plan cadastral du registre foncier. Donc, depuis déjà quelques temps, l'OACQ recommande fortement, sinon oblige, qu'on contrevalide l'information avec ce qui est écrit au plan cadastral du registre foncier. OK? Donc, naturellement, l'information devrait être identique. Dans 99,9% des cas, ça va être identique, mais dans le 0,1% des cas où ce ne l'est pas, ça va vous permettre de clarifier la situation avec l'arpenteur avant d'y aller avec votre contrat de courtage. Donc, si le plan cadastral au registre foncier vous donne, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on vous donne ici? 4800 mètres carrés de superficie et l'arpenteur, dans son certificat de localisation, vous donne 4782 mètres carrés. Vous allez contacter l'arpenteur pour que lui investigue pourquoi les données sont différentes. Et s'il est capable de vous justifier la différence, là, vous allez de l'avant avec votre dossier. Parce que ça se peut effectivement que les mesures qui soient au plan cadastral du registre foncier soient des mesures qui ont été prises lors de la rénovation cadastrale. Et comme vous le savez, la rénovation cadastrale a commencé à peu près dans les milieux des années 80, début des années 90. Donc, c'est sûr que depuis ce temps-là, ça fait plus de 30 ans, les outils se sont perfectionnés, les outils de mesurage. Donc, c'est peut-être juste un écart qui est en lien avec aujourd'hui des outils plus perfectionnés. OK? Ça, c'est le genre d'explication que l'arpenteur pourrait vous donner. Pourrait vous dire, ben au plan cadastral, c'est écrit 4800, mais moi, dans mon dernier certificat, avec mes outils de 2021, j'ai mesuré 4883. OK? Donc, si vous avez l'explication, là, vous pouvez aller de l'avant avec ce que vous avez dans le certificat de localisation et vous faites seulement consigner dans votre dossier contrat de courtage l'explication de l'arpenteur géomètre sur la différence. Alors? En ce qui concerne la durée du certificat de localisation, on a mis dans votre manuel un petit tableau ici pour vous indiquer les situations qui requièrent un nouveau certificat de localisation. OK, donc, c'est bon. Légalement, selon le Code civil du Québec, oui. Il y a 3 scénarios qui requièrent
et nécessite et oblige la production d'un C'est nouveau bien ça, certificat de localisation. Premièrement, lorsqu'il y a eu un changement du numéro de lot. OK? Donc, si votre vendeur vous fournit un certificat de 2016 dans lequel c'était l'ancien numéro de lot et que depuis, on a un lot rénové de 7 chiffres, il faut demander au vendeur de faire produire un nouveau certificat de localisation. Donc, première raison qui nécessite l'obtention d'un nouveau certificat, c'est la rénovation cadastrale, donc pour le l'instant changement ou du numéro de lot. Deuxième situation qui nécessite la production d'un nouveau certificat de localisation, c'est lorsqu'il y a eu des modifications physiques apportées à l'immeuble. Donc, si depuis la production du certificat de localisation, il y a eu, par exemple, l'aménagement d'un stationnement extérieur. Donc, on a défriché une partie du terrain pour y aménager un stationnement et je ne vois pas ce stationnement-là dans le certificat de localisation. Il faut dire au vendeur que ça prend un nouveau certificat. Donc, n'importe quelle modification physique à l'immeuble, c'est une cause qui nécessite un nouveau certificat. C'est bien ça. Troisième cas qui nécessite un nouveau certificat de localisation, c'est lorsqu'il y a eu des modifications réglementaires ou légales en lien avec l'immeuble. Par exemple, depuis la production du certificat de localisation, il y a eu une nouvelle servitude qui a été donnée sur cet immeuble-là. Donc, j'ai besoin d'un nouveau certificat pour avoir la représentation visuelle de cette servitude-là. Ou bien, ça pourrait être aussi la ville qui a changé ses règlements. Donc, avant, j'avais le droit, par exemple, c'était un quartier où est-ce que les, je sais pas, les sixplex étaient autorisés. Et là, avec la nouvelle réglementation municipale, ça devient maintenant un quartier résidentiel. Donc, plus le droit d'appartement. Donc, j'ai besoin d'un nouveau certificat de localisation dans lequel la section sur les règlements municipaux va me donner l'heure juste sur cette réglementation. Donc, des modifications législatives doivent apparaître également dans le certificat de localisation. Et moi, je vous dirais que des échos qu'on a, en raison de cette troisième scénario-là, dans à peu près tous les cas, il faut recommander un nouveau certificat de localisation parce que vous, comme courtier, comment est-ce que vous allez faire pour savoir si la ville a récemment changé ou non sa réglementation et si ça a ou non un impact sur l'immeuble commercial que vous voulez prendre comme listing? C'est impossible et ça ne fait pas partie de votre champ de pratique. Même si vous vous dites, moi, je vais essayer d'économiser des frais aux vendeurs, je vais aller moi-même à l'hôtel de ville étudier les règlements de la ville actuelle pour les comparer avec le certificat de localisation. Si vous faites ça et que vous faites une erreur, vous allez exposer votre responsabilité professionnelle. Donc, un client qui va se fier à ce que vous allez avoir potentiellement trouvé, si vous avez commis une erreur, le client va pouvoir vous poursuivre et il va avoir gain de cause. Parce que ça ne fait pas partie de votre job de courtier que de comparer la réglementation municipale avec le certificat actuel. Ça, c'est la job de l'arpenteur. Donc, grosso modo, moi, personnellement, j'ai envie de vous dire qu'à chaque fois qu'on fait une nouvelle transaction, ça nous prendrait un nouveau certificat de localisation, ne serait-ce que pour ce troisième critère-là, en lien avec les modifications législatives. Et des fois, si ça peut vous rassurer, si c'est un certificat de localisation qui était quand même récent, c'est possible de communiquer avec la firme d'arpentage qui a fait le dernier certificat de localisation et eux, oui, vont en produire un nouveau, mais bien souvent, ne vont pas nécessairement charger le plein tarif s'il n'y a pas de grands changements. Donc, si l'arpenteur, lorsqu'il se présente sur les lieux, constate qu'il n'y a pas eu de modification physique puis qu'il peut réutiliser son plan CAD qu'il avait fait pour l'ancien certificat, bien, c'est sûr qu'il y a une économie de temps là-dedans. Donc, ça se peut que si l'arpenteur doit se concentrer juste sur les modifications réglementaires et légales, que le prix pour ce nouveau certificat de localisation-là soit pas la même chose que si on part de zéro, OK? Donc, oui, je sais que des fois, on essaie de minimiser les coûts pour le vendeur, mais faites attention de ne pas mettre votre responsabilité à risque pour essayer de sauver 1000 pièces à votre vendeur, OK? Parce que ce 1000 $-là, ça sera plus une économie si vous faites poursuivre par un acheteur ou par votre vendeur lui-même parce que finalement, il y avait eu des modifications législatives puis ça a toutes sortes d'impacts pour l'acheteur.
Donc, moi, je vous dirais que règle générale, les échos qu'on entend souvent, c'est que dans vos actions professionnelles, faudrait recommander en tout temps la production d'un nouveau certificat de localisation, même si celui qu'on a, il est de date récente, justifié par ce troisième critère-là. Naturellement, vous pourriez avoir un vendeur qui s'y objecte. Vous pourriez avoir un vendeur qui dit, ben là, le dernier certificat de localisation a été produit il y a 5 ans quand moi j'ai acheté et moi je veux pas payer pour en faire un nouveau. Si c'est le cas, allez-y avec votre niveau de confort. Donc, si vous, vous êtes à l'aise de prendre ce contrat de courtage-là avec un certificat de localisation qui date de 5 ans, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, OK? Ça devient votre confort. Et oui, ce que vous pourriez faire pour bien vous protéger, c'est de mettre par écrit cette recommandation-là que vous avez faite au vendeur et de garder sa réponse. Donc, de cette façon-là, si c'est le vendeur qui s'en plaint un jour, vous allez pouvoir dire, ben là, c'est toi qui me dis que j'en avais pas, que tu voulais pas en faire produire un nouveau malgré ma recommandation. OK? Donc, ici, vous pourriez peut-être constater la conversation verbale que vous avez eue avec votre vendeur avec un petit courriel. Vous demandez un accusé-réception qui confirme qu'on a bien retranscrit la conversation. Et là, au moins, vous avez une sorte de sécurité pour une des deux parties à la transaction. OK? Le troisième cas, et après ça, je vais aller voir la question de Jannick dans le clavardage. Le troisième cas où on a besoin où c'est, en fait, je recule, le troisième cas où c'est souhaitable d'avoir un nouveau certificat de localisation, c'est lorsque celui qu'on a date de plus de 10 ans. OK? Donc, le fameux 10 ans, faites attention parce que c'est pas une règle légale. Le fameux 10 ans, ça nous vient de l'arrêt. Donc, ça nous vient d'une décision de la Cour suprême du Canada de Ostigui contre Ali. Donc, vous vous souvenez, lorsqu'on a regardé la section sur le registre foncier, je vous ai parlé de la prescription acquisitive. Donc, comment est-ce qu'on devient propriétaire par le biais de la possession. Donc, vous vous souvenez, c'était la voisine qui stationnait son véhicule dans le stationnement du voisin pensant que c'était à elle. Et comme elle avait fait ça pendant plus de 10 ans, de façon publique, paisible et non équivoque, le tribunal a confirmé qu'elle était effectivement devenue propriétaire du stationnement. Donc, basé sur cette décision-là, les grands acteurs du domaine de l'immobilier en sont venus à la conclusion que ce serait beaucoup plus sécuritaire d'avoir un certificat de localisation de moins de 10 ans lorsqu'on fait une transaction. Parce que si on a un certificat de localisation de moins de 10 ans, on va être en mesure de détecter les marques d'occupation faites par des voisins et être en mesure de poser des questions aux vendeurs, à savoir, ça fait-tu longtemps ça que le voisin se stationne là ou que la clôture empiète chez vous ou que son cabanon empiète sur son terrain. Donc, on est en mesure de poser des questions pour voir ou non si la prescription acquisitive serait applicable. Donc, cette règle-là du 10 ans, elle n'est pas dans les contrats de courtage de l'OACIQ parce que c'est pas une règle qui vient du Code civil. C'est une interprétation qui a été donnée suite à la décision de la Cour suprême. Donc, oui, l'OACIQ dit que c'est souhaitable, mais c'est pas quelque chose qu'on peut mettre dans le contrat de courtage. Donc, lorsque vous allez rédiger votre CCG, comme vous le faites actuellement avec le nouveau CCVE, donc le CCV, l'obligation du vendeur à la section 8, c'est encore et toujours de fournir un certificat de localisation qui démontre l'état actuel de l'immeuble. Donc, si on regarde ensemble la clause, elle est ici, 8.8 du CCG, donc en matière commerciale, vous voyez que l'obligation du vendeur demeure simplement de fournir un certificat de localisation qui décrit l'état actuel de l'immeuble, c'est-à-dire nouveau numéro de lot, pas de rénovation, pas de modification physique et pas de modification réglementaire. C'est la seule obligation légale du vendeur. Après, c'est souhaitable qu'on utilise un certificat de moins de 10 ans. Mais en même temps, pour être honnête avec vous, moi, je pense qu'on ne devrait même pas se rendre jusque-là parce que, je répète, en raison du troisième critère qui est pas de modification réglementaire,
dans mon livre à moi, à mon œil à moi, chaque transaction devrait avoir un nouveau certificat de localisation parce qu'on ne sait pas ce qui s'est produit ou peut s'être produit entre le dernier certificat et celui qu'on a aujourd'hui. OK? Maintenant, je vais aller voir la question de Annick. Donc, certificat de localisation qui a été fait en 2021 et ajout d'une clôture qui n'est pas sur les limites du terrain, qu'elle est vraiment limitée autour du chalet. Certificat de localisation est adéquat selon eux. Est-ce que le notaire l'accepterait lors de l'acte de vente? En fait, techniquement, c'est une modification physique. Une clôture, c'est une modification physique. Deux choses ici à prendre en considération. Premièrement, la valeur de la clôture. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que si on faisait produire un nouveau certificat de localisation qui nous disait que la clôture n'est pas dans les limites du terrain, le worst case scenario, c'est que le voisin va s'en plaindre et va dire « bouge ta clôture ». Donc, c'est sûr que si c'est un pan de clôture qui a coûté au vendeur 4 000 $ et que l'acheteur est obligé de l'enlever, c'est sûr qu'il perd cette valeur-là. OK? Donc, première chose ici, il faut évaluer ou essayer de connaître la valeur de cette clôture-là et de voir si ça correspond ou respecte les besoins de l'acheteur. Est-ce que l'acheteur, si jamais il faut l'enlever, cette clôture-là, c'est-tu un deal breaker ou non? OK? Donc, première chose qu'il faut se questionner lorsque c'est des ajouts de ce style-là. Même chose pour un cabanon. Donc, si on a un cabanon de plastique acheté chez Renault Dépôt qui a été installé sur le terrain et qui apparaît pas sur le certificat de localisation, il faut questionner l'acheteur à savoir si jamais le cabanon, il faut que tu l'enlèves parce que tu n'avais pas le droit selon les règlements de la ville ou qu'il n'est pas localisé à l'intérieur du terrain, il empiète chez le voisin, c'est-tu un deal breaker ou non? Si l'acheteur vous dit c'est pas un deal breaker, à ce moment-là, on pourrait fonctionner avec le certificat de 2021 sans la mention de ces ajouts-là, tout en le mettant dans la DV. OK? Donc, pour bien protéger le vendeur, il faudrait mentionner dans la DV que les clôtures, le cabanon, n'importe quoi d'autre n'apparaît pas au certificat de localisation. Ça a été ajouté à telle date, par exemple. Donc, en le mettant dans la DV et en faisant accuser-réception, l'acheteur prend connaissance de cette problématique-là et là pourrait décider de procéder quand même avec la transaction. Le notaire qui sera mandaté pour faire la transaction va fort probablement se faire signer une limitation de mandat. Donc, comme le certificat de localisation a moins de 10 ans et que techniquement, l'ajout qui a été fait, c'est pas une construction principale, c'est un ouvrage accessoire, le notaire va naturellement recommander à ce qu'on en fasse produire un nouveau, mais comme c'est la volonté des parties d'utiliser celui de 2021 sans les clôtures, le notaire va rédiger tout ça dans un document qu'on appelle une limitation de mandat et le vendeur et l'acheteur vont devoir dégager la responsabilité du notaire. Donc, si jamais il s'avérait que la clôture n'est pas à l'intérieur du terrain, le voisin s'en plaint 3 ans après la transaction, l'acheteur est obligé de l'enlever, puis là, ça lui fait bien de la peine. Il ne pourra pas poursuivre le notaire parce que ça va avoir été limité dans son mandat et il ne pourra pas poursuivre ni le vendeur ni vous-même parce que ça va avoir été déclaré dans la DV. OK? Donc, si vous avez des certificats de localisation très récents dans lesquels il y a eu des petits ajouts ou des petits retraits de ce style-là, oui, c'est quand même possible de l'utiliser. Oui, c'est quand même possible de faire la transaction par le notaire, mais il faut juste s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Donc, on met l'info dans la DV pour la faire accepter par l'acheteur et sachez que le notaire risque de se faire limiter son mandat. Naturellement, j'arriverai pas à cette même conclusion-là si c'était une construction qui a une grande valeur. Par exemple, le certificat de localisation a été fait en 2021 et à la fin de cet été-là, le vendeur s'est fait creuser une piscine. Ça, c'est le genre de scénario où est-ce que malheureusement, il faut refaire un nouveau certificat de localisation parce que des piscines creusées, ça coûte pas 5 $. Donc, c'est sûr que si elle a été implantée au mauvais endroit et que l'acheteur doit remédier à ce problème-là, ça risque de lui coûter cher remédier au problème. Donc, on veut savoir d'abord et avant tout si c'était conforme ou non. OK? Donc, effectivement, Sylvie, tout ce qui est dur ou coûteux à bouger, ça, moi, j'irais avec une recommandation d'un nouveau certificat de localisation.
D'autant plus que la réglementation municipale dans la plupart des villes en lien avec les piscines creusées a changé récemment. Donc, il y a plusieurs règles nouvelles à suivre en termes de distance de d'autres constructions pour éviter, par exemple, que quelqu'un grimpe sur le toit du cabanon et se jette dans la piscine creusée. Donc, pour éviter ce type d'accident-là, il y a plein de nouvelles règles en lien, notamment avec les piscines creusées. Donc, clôture, distance, etc. Est-ce que ça va pour le certificat de localisation? Donc, moi, ça fait le tour de ce que j'avais besoin de vous rappeler à ce sujet-là. Encore une fois, on ne fait pas ensemble une étude détaillée d'un certificat de localisation parce que ça serait vraiment trop retourné à la base. Mais sachez qu'à la fin de votre manuel, vous avez un exemple d'un certificat de localisation. Donc, je ne sais pas, moi, si ça fait longtemps que vous n'en avez pas vu parce que ça fait des années que vous avez un permis, mais vous n'êtes pas nécessairement en pratique active, vous pourriez vous refaire le doigté en allant regarder l'exemple qui est à la fin du manuel. Donc, ça débute à la page, je vais vous trouver ça. Donc, il est volumineux, le manuel de contrat. Ça débute à la page 219 de votre manuel. Donc, c'est l'annexe 1 de votre manuel. Vous avez un exemple d'un certificat de localisation avec à la fin aussi un exemple d'un plan. OK? Donc, si vous voulez vous refaire l'œil et la dextérité sur ce type de document-là, c'est là que vous pouvez aller le voir. Donc, je reviens dans le manuel pour continuer sur le certificat de localisation. Ici. Excellent. Donc, j'espère que je ne vais pas trop vite. Là, je voulais pas nécessairement vous apeurer tantôt quand j'ai dit qu'on avait pris un peu de retard puis que je voulais un peu activer la machine. C'est juste que je veux être sûre qu'on couvre ensemble tout ce qu'on a besoin de couvrir pour l'évaluation mi-cours. Parce que moi, ça me tient à cœur de vous expliquer le matériel avant de vous questionner là-dessus. Donc, oui, je pourrais vous laisser la lecture autonome des sections, sauf que le but, c'est d'avoir un cours en direct pour avoir les explications. Donc, c'est pour ça que j'essaie d'accélérer juste un petit peu le pas pour être sûr qu'on couvre tout ce qu'on a besoin de couvrir avant l'examen mi-cours qui est pas en fin de semaine, mais la suivante. Si jamais ça va excessivement vite pour vous, là, puis vous n'êtes pas capable de prendre vos notes, dites-le moi. Là, je peux répéter aussi, là, OK? Donc, gênez-vous pas là, si jamais ça fonctionne pas. La prochaine idée que je voulais couvrir ici avec vous, c'était juste de vous donner un peu un portrait des types d'immeubles commerciaux que vous allez retrouver dans votre pratique. OK? Donc, et là, je ne sais pas si c'est avec votre groupe que j'en parlais ou avec mon groupe de loi sur le courtage. Des fois, je mélange là parce que les prénoms, des fois, se répètent dans deux groupes, donc je mélange les groupes. Mais bref, c'est sûr que lorsque vous allez obtenir votre licence, vous devez décider de quelle façon vous voulez pratiquer, donc à votre compte ou au sein d'une agence, mais souvent aussi en matière commerciale, vous allez peut-être aussi décider de pratiquer dans certains créneaux, mais pas dans d'autres. OK? Donc, par exemple, vous pourriez dire, ben moi, comme courtier commercial, je veux me concentrer principalement sur les blocs appartements et je veux pas nécessairement faire de l'immeuble industriel. OK? Donc, c'est pas parce que ça fait partie de votre champ de pratique que vous êtes obligé d'en faire. Un peu comme en résidentiel, vous pouvez dire, ben moi, je me concentre sur les maisons unifamiliales, je fais pas du condo. OK? Donc, c'est le type de choix que vous pouvez faire et encore plus en matière commerciale parce qu'il y a vraiment un grand éventail d'immeubles commerciaux que vous allez rencontrer. Donc, le classique que vous connaissez déjà, c'est le bloc appartement. Donc, 5 logements et plus, ça vous appartient dans votre champ de pratique et ça, généralement, c'est quelque chose que la plupart des courtiers commerciaux vont prendre comme opération de courtage et vous allez voir en fait qu'on va avoir un chapitre dédié à ce type d'immeuble-là qui est le chapitre numéro, je crois que c'est numéro 5. Oui, le chapitre numéro 5 est dédié aux immeubles locatifs. OK? Donc ici, si vous voulez, vous pourriez peut-être vous prendre une note qu'on va revoir en détail ces éléments-là au chapitre 5 de votre manuel et ça tombe bien parce que dans votre champ de pratique, c'est le 5 logements et plus qui compte. Donc, vous avez une façon de vous souvenir de l'info.
Le deuxième type d'immeuble qui fait partie de votre champ de pratique, c'est ce qu'on appelle les immeubles à bureaux. Donc, les immeubles à bureaux, bien entendu que c'est dans votre champ de pratique parce que c'est 100% commercial et dans la grande majorité des cas, c'est des immeubles qui sont locatifs aussi. Hein? Donc, si je possède une tour à bureau dans une grande ville, fort probablement que c'est parce que je loue ces locaux-là à différentes entreprises qui ont leur bureau. Donc, ce type d'immeuble-là fait partie de votre champ de pratique. Et en fait, je voulais vous partager un guide que vous voyez aussi généralement dans votre cours de finance. C'est le guide BOMA sur la classification des immeubles de bureau. Donc, oui, légalement, on a de la terminologie, on a des mots qu'on utilise, mais le marché a également développé son propre vocabulaire en termes d'édifices à bureau. Et dans ce guide-là, puis là, juste pour qu'on soit clair, moi, j'utilise ce guide-là parce que je trouve qu'il est bien fait. J'ai aucune part, référence ou autre avec BOMA Québec, OK? J'ai pas aucun rapport dans cette entreprise-là. C'est juste que je trouve que le guide est super bien fait. J'ai pas encore trouvé d'équivalent que je trouvais aussi bien fait. Donc, c'est pour ça que je vous le présente, OK? Mais vous pourriez retrouver la même information à bien d'autres endroits. Bon, ceci étant dit, dans l'industrie, il y a un vocabulaire qui s'est développé pour faire référence à certains groupes d'immeubles de façon plus efficace, OK? Parce que c'est sûr que si vous représentez un acheteur et cet acheteur-là vous dit « Ah ben moi, je suis à la recherche d'un édifice à bureau de grande taille avec une architecture moderne, située au cœur du centre des affaires, avec, je sais pas trop moi, des commodités extraordinaires. Donc, je veux qu'il y ait un gardien de sécurité, un contrat de conciergerie. Donc, lorsqu'on a des caractères spécifiques, des critères spécifiques en lien, ça devient long de lister tous ces éléments-là, OK? Donc, pour faciliter les recherches, on va classer les immeubles à bureaux dans 3 grandes catégories qu'on appelle les classes A, B ou C. Et là, la logique, elle est très simple. Je vais vous montrer à la fin le tableau résumé parce que c'est encore mieux que de juste lire le texte. Vous avez à la fin, avec des colonnes comparatives, à quoi on s'attend lorsqu'on regarde un immeuble de classe A, à quoi on s'attend lorsqu'on regarde un immeuble de classe B et à quoi on s'attend lorsqu'on regarde un immeuble de classe C. Donc, par exemple, ici, un immeuble de classe A, c'est généralement un immeuble de niveau supérieur. Donc, c'est un immeuble qui est prestigieux, qui offre un grand éventail de services. Il est généralement localisé dans les meilleurs secteurs de la ville où il est situé. Il utilise des méthodes et des métaux de construction qui sont d'une grande qualité. Il y aura aussi généralement des locataires prestigieux dans ce type d'immeuble-là. C'est généralement des immeubles qui sont de construction récente. Donc, vous voyez ici, vous avez la liste. Donc, ça s'étale sur 3 pages, même 4 pages, de tout ce qui fait partie des caractéristiques d'un immeuble qu'on considère comme étant de classe A. Donc, si vous voyez que votre client acheteur vous donne ça comme critère de recherche, vous savez que sur le marché, ce que vous cherchez pour ce client-là, c'est un immeuble de classe A. Et là, vous allez le voir si vous regardez des magazines spécialisés. Souvent, dans l'advertising des magazines spécialisés, ça va commencer par ça, immeuble de classe A. Et là, ça va vous donner un peu une liste des caractéristiques qui se rattachent à cet immeuble-là. OK? Donc, ça vous permet d'avoir un filtre pour chercher de façon plus efficace un immeuble qui correspond aux besoins de vos clients. Oui, je peux vous débloquer le guide, tout à fait. Je vous débloque ça ici. Donc, en comparaison avec un immeuble de classe A, un immeuble de classe B, c'est un immeuble qui est de niveau médian, c'est-à-dire que c'est un immeuble qui est super bien entretenu, donc qui est d'âge quand même assez récent aussi, qui est localisé dans un quartier
centrale des affaires, mais pas en plein milieu, OK? Généralement, c'est un immeuble qui va être un peu moins haut qu'un immeuble gratte-ciel prestigieux de classe A. Et c'est un immeuble, généralement, qui va avoir un taux de location à 100%, donc va être loué au complet, mais par des locataires qui sont un peu moins prestigieux. Donc, peut-être des entreprises qui sont un peu moins connues que dans un immeuble de classe A. Donc, vous voyez que le classe B, c'est une coche en dessous du classe A. Finalement, vous aurez compris que l'immeuble de classe C, c'est un immeuble de niveau inférieur. Donc, souvent, c'est un immeuble qui est d'âge avancé. Donc, ça fait longtemps que cet immeuble-là est construit. Il a des infrastructures qui sont limitées et potentiellement même désuètes. Des technologies aussi qui sont vétustes. Donc, il n'y a pas, par exemple, de technologies récentes dans cet immeuble-là. C'est souvent des immeubles qui sont pas codés non plus comme étant éco-énergétiques. Donc, c'est des immeubles qui ont un certain âge. Bien souvent, c'est un immeuble dans lequel il va avoir un haut taux de vacances, donc il va avoir beaucoup de locaux qui vont être vides. Et règle générale, ce type d'immeuble-là sera recherché par un acheteur qui veut en faire la rénovation. OK? Donc, bien souvent, on va chercher un immeuble de classe C parce qu'on veut le revamper et essayer de le ramener au moins à un immeuble de classe B. OK? Rarement, on est capable de le ramener à un immeuble de classe A parce que la localisation, ça, je suis pas capable de la changer. Donc, même si je refais tout le building, je mets les dernières technologies, c'est à la fine pointe de tout, l'immeuble va rester dans un quartier qui est à l'extérieur du quartier central des affaires. Donc, à moins que le quartier central des affaires se déplace, parce qu'avec les années, des fois, on voit une espèce de migration des foules. Donc, ça serait possible. Mais règle générale, on peut seulement ramener un immeuble de classe C en classe B. C'est à peu près tout ce qu'on est capable de faire. Naturellement, soit vous avez tout à fait raison, on pourrait aussi carrément le changer de destination. Donc, si c'était un immeuble à bureau, je pourrais essayer d'en faire un immeuble résidentiel. Donc, je pourrais essayer d'en faire des condos résidentiels. Naturellement, c'est sujet à toutes les autorisations de la ville. Mais oui, je pourrais aussi carrément le déclasser. Donc, je pourrais carrément faire quelque chose d'autre avec cet immeuble-là. Tout à fait. Je pourrais aussi simplement le détruire et reconstruire quelque chose d'autre. Effectivement. Donc, ce guide-là, oui, téléchargez-le. Donc, je l'ai mis disponible pour téléchargement. Vous pouvez potentiellement vous attendre à des questions sur ces sujets-là, probablement plus dans l'examen final où est-ce qu'on aura des questions à choix multiples, OK? Parce que là, de vous demander de décrire un immeuble de classe A, c'est un peu trop facile. Donc, règle générale, ce type de sujet-là se prête plus à des questions à choix multiples qu'on retrouve seulement dans l'examen final. Donc, vous n'aurez pas vraiment de questions là-dessus à l'examen mi-cours, mais comme c'est un document extra qui fait pas partie de votre manuel, peut-être de le télécharger, ça serait une bonne idée, et peut-être aussi de vous laisser une note à cet effet-là dans votre manuel. Donc, dans votre manuel, vous pourriez peut-être vous écrire vis-à-vis des immeubles à bureaux, plus le guide BOMA, pour vous rappeler que ça existe, parce que c'est sûr que l'examen final est quand même loin, donc ça se peut que rendu à ce moment-là, vous vous rappelez plus là, qu'on ait regardé le guide BOMA ensemble. Ensuite, on a ce qu'on appelle les immeubles industriels. Donc, les immeubles industriels, c'est un immeuble dans lequel on fait de la fabrication, de la transformation ou de l'entreposage de nature industrielle. Donc, règle générale, dans chaque ville, il y a un quartier industriel et ce qu'on retrouve généralement là-dedans, c'est des gros sites d'entreposage. On peut y retrouver aussi des fois l'usine d'épuration des eaux. On peut y retrouver des stationnements commerciaux pour les autobus. Donc, ça, c'est le type de choses qu'on retrouve dans les quartiers industriels, en plus des entreprises qui fabriquent ou transforment des biens. Donc, on pourrait y avoir une usine de production de papier de toilette, une usine de production de pneus. Donc, ça peut être aussi des usines de transformation exactement de pain, tout à fait.
Donc, ça, c'est le type d'immeuble auquel on fait référence lorsqu'on parle d'un immeuble industriel. OK? Donc, règle générale, dans un immeuble industriel, je n'ai qu'une seule compagnie qui va l'utiliser parce que c'est sûr que si moi, je fabrique du pain, je voudrais pas partager mon local avec quelqu'un qui fabrique des pneus. Hein? Donc, au niveau du sanitaire, ça fonctionnerait pas. Donc, règle générale, les immeubles industriels vont avoir un occupant par immeuble industriel. Finalement, ce qui fait partie de votre champ de pratique en termes d'immeubles commerciaux, c'est ce qu'on appelle les centres commerciaux. Donc, un centre commercial, c'est un peu comme une tour à bureau, mais à l'horizontale. Ça peut être sous forme intérieure ou extérieure. Donc, ça peut être un centre commercial intérieur dans lequel on a certaines portes d'entrée, mais que les boutiques elles-mêmes donnent à l'intérieur, ou on peut y avoir un centre commercial sous format outlet, dans lequel, en fait, sur le terrain du centre commercial, chaque magasin a son propre petit module avec une porte qui donne à l'extérieur. Donc, deux exemples. Moi, je suis plus de la région du Grand Montréal, donc je m'excuse, je vous donne des exemples de ça. Mais le Carrefour Laval, c'est un exemple d'un centre commercial intérieur, alors que, par exemple, le quartier 10-30, c'est un exemple de centre commercial style outlet. Dans les deux cas, ce sont des centres commerciaux et la totalité de ce qui est construit sur le terrain appartient à une seule personne. OK? Donc, les boutiques, les gens qui exploitent leur entreprise dans chacun des magasins vont louer ces magasins-là. OK? Donc, dans un centre commercial, on a le propriétaire du centre commercial et on a des baux commerciaux pour chacun des magasins. Juste pour le porter à votre attention, mais vous n'avez pas besoin là, de perdre des heures de sommeil là-dessus là, pour étudier tout ça. Si vous allez sur le site du Canadian Retail Real Estate Standard, c'est un site Internet qui va répertorier les grands types de centres commerciaux. Et c'est de là que vient l'information que vous avez dans la figure 2.3, où est-ce qu'on essaie de vous donner un peu des catégories de centres commerciaux. Donc, non seulement intérieur, extérieur, mais aussi il y a de la catégorisation qui se fait en fonction de la dimension du centre commercial. Par exemple, un centre commercial de voisinage, qu'est-ce qu'on veut faire en parlant de ça? C'est qu'on veut référer à un centre commercial qui a environ une superficie de 4 000 à 10 000 pieds carrés et qui va desservir un quartier lui-même. Donc, généralement, bien souvent, tout près d'un quartier résidentiel, sur les grandes artères qui desservent le quartier résidentiel, bien souvent, on va avoir des immeubles commerciaux dans lesquels on va avoir quelques entreprises. Règle générale, on va avoir dans ce type de, oui, exactement, en anglais, on appelle ça des strip malls. Donc, dans ce type de petits strip malls, on va généralement y avoir des services requis par le quartier industriel. Donc, on pourrait y avoir, par exemple, une pharmacie, on pourrait y avoir un petit resto take-out, une crèmerie, oui, une succursale d'une banque ou d'une caisse, donc avec, par exemple, pas nécessairement avec les bureaux administratifs, mais peut-être juste avec un comptoir opération et un guichet automatique. On peut aussi retrouver des services spécialisés, par exemple coiffeur, toilettage, toutes sortes de trucs comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on entend par un centre commercial de voisinage. OK? 2, 3 items parmi ce que j'ai nommé, ça permet de desservir les gens de ce quartier-là. Le prochain, c'est le centre commercial local. Donc, le centre commercial local, vous voyez qu'on augmente en superficie. Ça vise une clientèle plus large. Ça va généralement viser quelques villes. Donc, l'exemple que j'aime souvent donner, c'est pensez à l'endroit où vous allez pour faire votre épicerie. OK? Généralement, si vous pensez à cet endroit-là, ça, c'est un centre commercial local. Parce que généralement, je vais avoir une ou deux entreprises de grande envergure. Donc, je pourrais avoir, par exemple, un IGA et un Costco. Et je vais avoir d'autres types de services plus petits. Donc, je pourrais avoir, par exemple, une SAQ. Je pourrais avoir peut-être un centre de vision, un restaurant de déjeuner. Donc, vous voyez le type de centre. Ça, c'est un centre commercial local.
c'est-à-dire que je vais pas conduire pendant 30 minutes pour m'y rendre. Règle générale, c'est quand même à proximité de quartiers résidentiels, mais c'est possible que j'ai besoin de changer de ville pour aller faire mes commissions dans ce centre commercial local. OK? Le prochain, c'est le centre commercial régional. Donc, le centre commercial régional, le nom le dit, c'est un centre commercial qui dessert une région. Et ça, généralement, ça va avoir une grande superficie, donc 30 000 à 75 000 mètres carrés. Et ça, généralement, ça va avoir quelques magasins d'importance avec environ une centaine de boutiques. Donc, tout ce qui est Carrefour Laval, Quartier 10-30, Promenade Saint-Bruno, les gens de Québec, là, alimentez-moi, là, c'est quoi le gros centre commercial à Québec, là, oui, Brooklyn à Montréal, mais à Québec, là, voyons, j'ai juste le bonhomme Carnaval dans la tête, je suis pas capable. Il n'y a pas un gros centre commercial, là, à Québec, dans lequel il y a des manèges, là, oui, les Galeries de la Capitale, merci. Donc, Galeries de la Capitale, je sais pas, là, les gens qui sont dans d'autres régions, là, alimentez-moi si vous avez des exemples. Donc, c'est à ça qu'on fait référence. Donc, généralement, dans les extrémités de ces centres commerciaux régionaux, on va avoir des grosses boutiques. Bon, c'est sûr qu'avant, on avait les Sears, Labé, etc. de ce monde. Maintenant, on a peut-être plus des Sport Experts, des Simons, donc je nomme ce qu'on retrouve généralement dans les extrémités. Et au centre de ça, on va avoir une tonne de petites boutiques. Donc ça, généralement, j'ai effectivement besoin de faire un peu plus de kilométrage pour me rendre à ce centre régional-là parce que ça inclut généralement des boutiques que je n'ai pas dans mon centre commercial local. Donc oui, j'ai peut-être un petit magasin de souliers spécialisé dans mon centre commercial local, mais si je veux avoir une plus grande sélection, j'ai besoin d'aller dans un centre commercial régional. Et la différence entre un centre commercial local et un centre commercial de voisinage, c'est penser par exemple à la ville dans laquelle vous habitez. Si vous avez besoin d'aller en urgence chercher des, je sais pas trop moi, j'essaie de trouver des prescriptions par exemple. Vous avez besoin d'aller vous chercher des antidouleurs. Règle générale, c'est quelque chose que vous allez être capable d'aller chercher dans votre centre commercial de voisinage. Donc d'habitude, tout près de la maison, on a ou à peu près une pharmacie. Tandis que si j'ai besoin d'aller faire mon épicerie pour la semaine, règle générale, je vais aller dans mon centre commercial local. Donc, le centre commercial local, c'est une plus grande superficie parce que j'ai des plus gros commerçants. Donc, règle générale, c'est là que je vais avoir les grandes bannières d'épicerie, peut-être aussi les grandes bannières de centres de rénovation, donc les Rona, Renault, Home Depot de ce monde-là, les Home Hardware, c'est là que je vais retrouver dans mon centre commercial local. Donc, si j'ai besoin d'aller acheter, je sais pas trop moi, une perceuse comme outil, fort probablement que je vais aller dans un centre commercial local parce que j'aurai pas ça au coin de ma rue, là, OK? Donc, c'est ça la différence entre les deux. Et là, si j'ai besoin d'acheter, moi, je sais pas trop, on est à l'approche du temps des fêtes, puis je voudrais acheter un collier, donc un bijou, fort probablement que je vais aller dans un centre commercial régional pour acheter des bijoux, parce que ça sera sûrement pas au coin de ma rue, ni même où est-ce que je vais faire mon épicerie. OK? Donc, c'est ça la différence. Ce que vous n'avez pas ici dans votre figure, c'est la dernière étape qui est le centre commercial interrégional. Et le centre commercial interrégional, c'est nos fameux outlets. Donc, tous les outlets, là, les Tanger outlets et tout ça, là, pour ceux qui connaissent, il y en a dans le coin de Mirabel, il y en a aussi en Estrie, dans le coin de Bromont. Donc, le type outlet, les premium, exactement, les Tanger de ce monde, ça, c'est ce qu'on appelle un centre commercial interrégional. Parce que ça, je vais traverser beaucoup plus de villes et je vais faire beaucoup plus de kilométrage pour me rendre à ce type de centre commercial-là qui a une structure que les autres n'ont pas, OK? Donc, généralement, c'est basé sur les prix en gros. Généralement, donc, les fins de ligne, les surplus, les collections des années précédentes, ça s'en va dans les outlets. Et comme ça offre un produit différent, il n'y en a pas à tous les coins de rue. Donc, c'est ce qu'on appelle le centre commercial interrégional. Naturellement, j'irai de l'avant en vous disant que comme courtier commercial, lorsque vous débutez votre pratique,
fort probablement que vous allez débuter avec soit le centre commercial de voisinage ou le centre commercial local. OK? C'est rare que jour 1 que vous avez votre permis de courtier, le propriétaire du Carrefour Laval va vous donner un contrat de courtage. OK? Il faut être quand même réaliste. C'est comme n'importe quelle profession. Moi aussi, quand j'ai commencé comme notaire il y a 10 ans, on s'entend-tu que j'ai pas fait la vente du Carrefour Laval. OK? J'ai bâti mon expérience avec des plus petites transactions. Et là, oui, après un certain nombre d'années, j'ai l'expérience suffisante pour faire des plus grosses transactions. C'est un peu la même affaire que vous allez vivre comme courtier commercial. Donc, fort probablement que vous allez commencer avec des plus petits centres commerciaux et vous allez bâtir cette expérience-là pour vous rendre éventuellement et possiblement vers le centre commercial régional et peut-être même plus haut que ça. Et là, c'est pour ça que je prends le temps de vous exposer ces différents secteurs-là, parce que peut-être que vous vous dites déjà, moi, ça m'intéresse pas de prendre des contrats de courtage pour des centres commerciaux. Peut-être que vous aviez en perspective de faire votre licence commerciale parce que vous vouliez être capable de prendre du bloc appartement, par exemple. Donc, c'est pas parce que ça fait partie de votre champ de pratique que vous êtes obligé de le faire. Donc, c'est pour ça que je prends le temps de vous illustrer ces domaines-là, parce que maintenant, pendant que vous êtes en train de faire votre formation, vous pourriez aussi déjà commencer à voir qu'est-ce qui vous intéresse vraiment dans l'éventail de ce que peut faire le courtier commercial. Et Farida vous donnait un bon exemple. Peut-être aussi que ce qui vous intéresse dans le commercial, c'est pas nécessairement les transactions d'achat et vente, c'est peut-être les transactions de location. Peut-être que vous dites, moi je serais bon ou bonne pour représenter un locataire ou un locataire d'un local commercial. Donc, moi, j'aimerais ça que mes services soient retenus par le propriétaire du quartier 10-30 pour trouver un locataire d'un magasin qui est actuellement vacant. Donc, peut-être que ça aussi, c'est quelque chose qui vous intéresse. Mélanie, je suis contente que vous en parliez parce que l'agricole, il n'a pas été mis dans la liste que vous avez dans votre manuel parce que l'idée, c'était de lister plutôt les types d'immeubles, OK? Donc, on voulait vraiment se concentrer sur, mettons, les constructions commerciales plus que le zonage agricole. Mais tout ce qui est effectivement terre agricole, oui, ça fait aussi partie de votre champ de pratique. Donc, peut-être aussi que vous faites votre licence pour vous spécialiser dans ce secteur-là. Peut-être que vous comptez ou vous avez déjà un bureau qui est dans un secteur agricole et vous dites, ben moi, je vais être capable de prendre ces listings-là aussi, ce qui est excellent. Donc, malheureusement pour vous, il faut apprendre tout le reste, puis par la suite, vous allez pouvoir vous concentrer sur ce qui vous intéresse vraiment. OK? C'est la même chose en résidentiel. Il fallait apprendre tout l'éventail pour ensuite dire, ben c'est quoi exactement que je veux faire au niveau résidentiel. La dernière catégorie que vous avez à l'écran, c'est la catégorie des immeubles mixtes. Ça, j'en ai déjà parlé lorsqu'on a introduit vos champs de pratique au début de la section sur les conditions générales d'exercice dans le chapitre 1. Donc, je ne vais pas en reparler ici. Si vous avez besoin de revoir ces notions-là, on en a parlé au dernier cours. Donc, souvenez-vous, on a dit, lorsqu'on a un immeuble mixte, il faut valider en termes de superficie que c'est principalement commercial pour que ça tombe dans votre champ de pratique. Donc, c'est ce qu'on vous redonne à cet endroit-là. Donc, si vous avez besoin, vous avez cette section-là et vous pouvez aussi aller consulter le chapitre 1. Est-ce que ça va sur les types d'immeubles commerciaux? Est-ce que vous avez des questions ou autre chose que je pourrais vous aider à éclaircir? Ça va? Excellent. Donc, pour le moment, on va passer par-dessus la section de la copropriété. Donc, je vous avais averti tantôt là, que pour une raison que j'ignore, la section de la copropriété arrive très tôt dans le chapitre 2, alors qu'on n'a pas encore vraiment exploré comme tel le contrat de courtage lui-même, le CCG. Donc, on va passer par-dessus la copropriété pour se rendre à la prochaine section. Donc, il faut passer quand même quelques pages pour se rendre à la section en lien avec la qualification des biens. Donc, on va sauter volontairement, on va y revenir dans un cours ultérieur. Donc, on va passer volontairement les pages 56 à 72 sur le sujet de la copropriété. OK? Donc, je vous l'écris ici à l'écran, là, pas de panique, on va y revenir, mais plus tard dans le processus. Donc, je vous montre à l'écran
le CCG, qui est le contrat qui est recommandé par l'OACIQ. Donc, je reviens à la première page du CCG. Donc, le CCG, vous voyez, c'est pour le contrat de courtage exclusif vente d'immeubles commercial. Donc, si vous allez sur Simbad, c'est ce formulaire-là qui vous est recommandé pour une bâtisse commerciale. La première page, on l'a déjà vu lorsqu'on a parlé de la vérification d'identité et de capacité juridique. Elle est identique à celle du contrat CCV. C'est la même chose ici en termes de durée. Hein, on se souviendra, je vous l'ai déjà expliqué, c'est hyper important de mettre une durée à votre contrat de courtage parce qu'à défaut d'avoir mis une durée, le contrat de courtage va expirer après 30 jours et on s'entend qu'en matière commerciale, 30 jours, c'est trop peu pour faire votre opération de courtage du début à la fin. Donc, je vous l'ai dit tantôt, bien souvent, juste pour obtenir une autorisation d'un financement hypothécaire pour un building commercial, ça prend à peu près 3 à 4 semaines. Donc, faire une opération de courtage du début à la fin en 30 jours, c'est pratiquement impossible en matière commerciale. Donc, ici, je vous le réitère, la section 2, n'oubliez pas d'aller indiquer la date de fin du contrat pour 2 raisons. Premièrement, parce que le contrat expire de façon automatique après 30 jours et parce que 30 jours, c'est trop peu pour faire une opération de courtage commercial. La prochaine section, c'est celle qu'on a couverte avec le certificat de localisation. Donc, on a vu ici que la case que vous avez à remplir, elle est identique à celle du contrat de courtage résidentiel. Donc, on met l'adresse, la désignation cadastrale, les dimensions et la superficie. Et pour le moment, on va sauter par-dessus les 2 sections qui sont ici. Donc, la deuxième partie de la clause 3, c'est en lien avec la copropriété divise et indivise. Donc, je vais passer par-dessus et lorsqu'on va revenir à ce sujet-là dans un cours ultérieur, je vais vous remontrer à l'écran cette section-là. OK? Donc, pour le moment, ce que vous pouvez peut-être juste retenir, c'est qu'en matière commerciale, vous avez un seul modèle de contrat de courtage-vente qui est le CCG. Donc, peu importe le mode de propriété, que ce soit un lot uniquement par un seul propriétaire ou que ce soit de la copropriété divise ou indivise, c'est le même contrat que vous allez utiliser. Donc, au lieu d'avoir fait comme en résidentiel où est-ce que vous avez le contrat de courtage pour le 5 logements, le 1 à 4, pardon, le contrat de courtage pour le condo divis, le contrat de courtage pour l'indivis, le contrat de courtage pour la maison mobile. Donc, vous avez comme 4 modèles que vous pouvez utiliser. En matière commerciale, c'est un one-stop shop. Vous avez un seul modèle, c'est le CCG et vous mettez tout ce que vous avez besoin là-dedans. OK? Donc, retenez ça pour le moment et on va revenir à cette section-là un peu plus tard. Ce qui veut dire qu'on arrive maintenant à la section 4 et naturellement à la section 4, je vais revenir au prochain cours sur la clause de prix. OK? Au prochain cours, on va parler de la loi sur la taxe d'assises et la loi sur la taxe de vente du Québec, donc la TPS et la TVQ. Et je vais expliquer avec vous cet élément-là. Donc, pour le moment, on passe par-dessus. Et l'idée, en fait, qu'on veut explorer maintenant, c'est tout ce qui est en lien avec les inclusions, les exclusions et les contrats de service. Parce que ces clauses-là, vous les reconnaissez fort probablement, elles sont identiques, encore une fois, au contrat de courtage résidentiel, donc le CCV, mais naturellement que pour un immeuble commercial, vous n'aurez pas le même type d'inclusion et d'exclusion. Donc, en matière commerciale, vous mettiez peut-être, vous aviez l'habitude de mettre le lave-vaisselle, les stores et les luminaires dans les inclusions, alors que si je vends le Carrefour Laval, fort probablement que je n'aurai pas besoin d'indiquer cet élément-là. Donc, l'idée ici, là, je vais retourner dans le manuel pour vous le montrer. L'idée, à la base, elle est la même, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des biens meubles qu'on veut inclure dans la transaction, on doit aller les indiquer dans les inclusions parce qu'un bien meuble ne fait pas automatiquement partie de la vente d'un immeuble. Donc, la règle de base sur les biens meubles, c'est la même que vous connaissez. Donc, si, par exemple, c'est un bloc appartement et que dans le sous-sol, il y a une buanderie avec des laveuses et des sécheuses à l'utilisation des locataires
et que c'est quelque chose que le vendeur veut inclure dans la vente, je vais aller mettre dans les inclusions laveuses et sécheuses qui sont dans la salle de buanderie. OK? Donc, comme les laveuses sécheuses, ce sont des électroménagers, je dois aller les indiquer dans les inclusions si c'est effectivement ce que mon vendeur veut. Alors que pour les biens immeubles, vous vous rappellerez que lorsque quelque chose est qualifié d'un bien immeuble, ça fait automatiquement partie de la vente et je n'ai pas besoin de le mettre dans les inclusions. Donc, les biens immeubles, que ce soit par nature ou par attache, donc que ce soit le sol lui-même, l'édifice, le toit de l'édifice, les fenêtres, le stationnement, donc tout ce qui est immeuble, incluant aussi tout ce qui est attaché à cet immeuble-là, donc les luminaires, les conduits d'aération, les toilettes dans les salles de bain, les éviers, donc tout ce qui est attaché à l'immeuble, j'ai pas besoin d'aller écrire ça dans les inclusions, ça fait automatiquement partie de la vente. Donc, si vous prenez un contrat de courtage pour un édifice à bureau, par exemple, vous n'avez pas besoin d'écrire que les toilettes, les lavabos, le comptoir dans la section cuisine, les tables de travail, donc tout ce qui est fixé à l'immeuble, pas besoin de le mettre dans les inclusions. Ce que vous allez avoir besoin de mettre dans votre contrat de courtage, c'est si on a des biens immeubles qu'on veut détacher de l'immeuble et avec lequel le vendeur veut partir. Je vous donne un exemple. Mettons que le propriétaire est propriétaire d'un édifice à bureau et que dans cet édifice à bureau, il y a des zones de travail communes dans lesquelles il y a des tables de travail qui sont actuellement vissées au plancher. OK? Donc, on a des grandes tables qui sont vissées au plancher. Légalement, comme il y a une attache avec l'immeuble, les tables deviennent immeubles par attache, mais le vendeur pourrait dire, ben moi, je vais les dévisser les tables et je vais les sortir. Donc, ce que je veux vendre, c'est l'immeuble sans les tables de travail que je vais réutiliser ailleurs. Si ça, c'est le cas, là, il faut s'assurer d'aller mettre les tables de travail dans les exclusions. Parce que sinon, l'acheteur potentiel qui va visiter et qui va arriver à la conclusion que comme les tables sont vissées au plancher, ce sont des biens immeubles, va être en maudit si, lors de la prise de possession, les tables ne sont pas là. OK? C'est la même chose aussi avec les équipements pour les barrures de porte, OK? Ça aussi, on le retrouve beaucoup dans le domaine commercial. Bien souvent, les différents étages sont barrés avec des lecteurs de cartes ou des lecteurs de puces. Et ça peut arriver que le vendeur veuille partir avec ces lecteurs-là. Donc, va laisser naturellement les connexions électriques, mais va partir avec les lecteurs eux-mêmes parce que ces lecteurs-là sont attachés avec les puces de ses potentiels employés. C'est la même chose avec les poignées de porte avec code. Hein? Pensez à des magasins qui ont des backstores. Souvent, la porte du backstore va avoir une poignée avec un code pour qu'il y ait juste les employés qui puissent accéder au backstore. Donc, si c'est le cas et que le vendeur dit, ben moi, la poignée à clé, je pars avec, ça aussi, il faudrait le mettre dans les exclusions parce que selon les qualifications de la loi, la poignée de porte, comme elle est attachée à la porte qui est attachée à l'immeuble, c'est devenu un bien immeuble. Donc, c'est sûr que je ne peux pas passer à travers tous les exemples inimaginables avec vous parce que on serait encore ici l'année prochaine. Mais l'idée que je veux vous amener, c'est de bien avoir en tête les deux catégories, les biens meubles et les biens immeubles, et en fonction de votre visite avec le vendeur et en fonction de ses intentions, adapter les inclusions et les exclusions. OK? Donc, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont des exemples qui leur viennent en tête, qui voudraient qu'on qualifie ensemble. Donc, vous avez peut-être un exemple d'un immeuble commercial en tête et vous auriez un élément que vous voudriez qu'on qualifie. Je ne sais pas si c'est le cas. Donc, je vais vous donner un instant pour proposer des exemples si vous en ressentez le besoin. Là, vous n'êtes pas obligé. Peut-être que les exemples que j'ai donnés sont suffisants. Oui, très
Très bon exemple, Farida. Si par exemple c'est un immeuble industriel pour lequel je vais prendre un contrat de courtage, va falloir effectivement regarder tout ce qui est équipement. Donc, si c'est un immeuble industriel dans lequel, par exemple, il y avait des ponts roulants, ça se peut que le propriétaire dise, oui, mais les ponts roulants, moi, je vais les enlever parce que j'ai d'autres immeubles industriels puis je vais les réutiliser ailleurs. Donc, même si c'est des structures qui ont été vissées ou ancrées au sol, si c'est l'intention du vendeur de partir avec, il faudrait aller les mettre dans les exclusions. Même chose effectivement avec les zones de rangement ou de storage. Donc, si à l'extérieur de la bâtisse, il y avait des conteneurs, donc il y avait des conteneurs pour entreposer, ça aussi, il faudrait voir avec le vendeur qu'est-ce qu'il a l'intention de faire avec ça. Est-ce que les conteneurs vont rester là ou non? Donc, à vérifier et à adapter votre rédaction en conséquence. Tout à fait. Est-ce que ça va pour ce sujet-là? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet des biens meubles ou immeubles? Ça va? Donc, généralement, un conteneur, on va considérer que ça soit un bien immeuble, généralement en raison du poids. Donc, si ça adhère au sol en raison du poids et que je suis pas capable de le déplacer sans avoir une machinerie spécialisée, oui, ça peut devenir de qualification immeuble. Et là, ça va être à voir exactement avec votre vendeur qu'est-ce qu'il veut faire avec ça. Tout à fait. Et naturellement, le conseil trop fort casse pas demeure. Donc, si par exemple pour vous, le container, le conteneur, vous n'êtes pas trop sûr si c'est un bien immeuble ou immeuble, vérifiez avec le vendeur qu'est-ce qui va se passer avec cet élément-là suite à la vente et mettez-le à l'endroit approprié. Donc, même si finalement, on considère que c'est un bien meuble et qu'il aurait été exclu de toute façon, le fait de le mettre dans les exclusions, ça pénalise pas personne, OK? Donc, l'idée, c'est que si vous avez un doute, trop fort casse pas, écrivez-le où est-ce que ça doit aller selon les besoins de votre client et ça va juste être plus clair pour tout le monde. C'est juste que si on n'a pas ces deux catégories-là puis qu'il faut lister chacun des micro-éléments qui fait partie d'un immeuble, on finira pas de rédiger nos contrats de courtage. Parce que là, sinon, il va falloir mettre quoi? Le placo-plâtre, les couches de peinture. Donc, à un moment donné, ça finit plus. Donc, c'est pour ça qu'on a les deux catégories. Mais lorsqu'on a des éléments qui pourraient fitter dans l'un ou l'autre, on regarde avec le client vendeur ce qu'il veut faire, puis on le met au bon endroit dans le contrat de courtage, tout simplement. Exactement, Farida. Peut-être que le conteneur va servir à entreposer justement ce qui va être démonté à l'intérieur de l'immeuble et que ça va partir ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'il faut poser la question pour adapter correctement votre rédaction. La dernière chose dont je veux vous parler aujourd'hui, je vais prendre un dernier petit 5 minutes pour être sûr qu'on soit correct pour le prochain cours. La dernière chose dont je veux vous parler, ce sont les fameux contrats de service. Et là, encore une fois, là, je m'excuse, moi j'ai une façon à moi d'enseigner le matériel, mais je vais passer par-dessus la section sur les contrats de franchise parce que dans mon livre à moi, le contrat de franchise, ça va avec la vente d'une entreprise, OK? Donc, la vente d'une entreprise, ça sera le sujet du chapitre 4. Et quand on va arriver là, je vais revenir avec vous sur la section du contrat de franchise. Parce que il n'y a pas vraiment d'exemple que je peux vous donner si vous prenez un listing pour un immeuble, où est-ce que vous avez besoin de mettre le contrat de franchise si vous vendez pas en même temps l'entreprise. Donc, si vous vendez l'édifice dans lequel il y a un restaurant Subway, vous n'avez pas besoin de parler du contrat de franchise du restaurant Subway si les actifs du restaurant font pas aussi partie de la vente. Donc, si ce que vous vendez, c'est juste la bâtisse, j'ai pas besoin de dire que le petit Subway qui est en bas, il y a un contrat de franchise, c'est pas nécessaire. OK? Donc, c'est pour ça que le contrat de franchise, c'est applicable seulement lorsqu'on fait la vente d'une entreprise seule ou la vente d'une entreprise combinée avec un immeuble. Et ces deux sujets-là, ça sera au chapitre 4. Donc, ici, dernière chose que je voulais soulever, c'est que lorsque vous remplissez votre contrat de courtage, vous devez aussi indiquer à la section 4.6 les différents contrats de service ou de location qui affectent les équipements ou les appareils de cet immeuble-là. Et ça, en matière commerciale, vous allez en avoir beaucoup plus
que vous en avez probablement en matière résidentielle. Donc, en matière résidentielle, souvent, ce qu'on va voir là, c'est le chauffe-eau. Donc, contrat de location du chauffe-eau et peut-être exactement certains contrats de service avec les distributeurs d'alarmes, peut-être aussi les contrats de service de déneigement ou d'entretien paysager, mais ça va généralement se limiter pas mal à ça. Alors qu'en matière commerciale, on pourrait avoir aussi dans une bâtisse commerciale, oui, le classique du contrat de location d'équipement. Donc, oui, s'il y a des toilettes, des lavabos, ça prend de l'eau chaude, fort probablement qu'il y a des chauffe-eau dans cet immeuble-là qui pourraient être en location. Donc, notre fameux classique, il est là. Mais on pourrait aussi avoir des contrats de conciergerie. Donc, un contrat avec une entreprise qui va venir faire le ménage dans cet immeuble-là. On pourrait aussi avoir des contrats de gardiens de sécurité. Donc, dans les édifices, les tours à bureaux, dans les centres commerciaux, il y a des gardiens de sécurité, il y a des caméras de surveillance. Donc, ça aussi, ça peut être un contrat de service qui affecte l'immeuble. On pourrait aussi, je vais changer de page, on pourrait aussi avoir comme exemple un contrat de buanderie. Donc, si dans mon édifice, il y a effectivement une zone buanderie, donc je reprends mon exemple du bloc appartement, qui aurait quelques laveuses et sécheuses à l'usage des locataires, c'est fort possible que ces électroménagers-là soient en location. Donc, ça se peut que les électroménagers n'appartiennent même pas au propriétaire, mais bien à une compagnie qui vient aussi en faire l'entretien. Donc, si jamais c'est le cas, il faut divulguer ce contrat-là à la clause 4.6. On pourrait aussi avoir un contrat de gestion sur un immeuble commercial. Donc, tout ce qui est perception de loyer, hein, parce que pensez à un centre commercial où est-ce que j'ai 150 boutiques qui à chaque mois vont payer un loyer. Comme propriétaire, c'est beaucoup de travail. Donc, ça se peut que j'ai confié la gestion de tout ça à une compagnie indépendante de gestion. Donc, gestionnaire d'immeubles, c'est effectivement quelque chose qui existe. Donc, contrat de gestion aussi, c'est quelque chose qu'on mettrait là-dedans. Et finalement, tous les contrats d'entretien qu'on connaît. Donc, déneigement, aménagement paysager, lavage de vitres aussi, nettoyage des conduits de ventilation, je sais pas trop moi, inspection des ascenseurs. Donc, les ascenseurs dans un édifice commercial, il faut que ça soit inspecté à une certaine fréquence. Inspection aussi du système de gicleur. Donc, voyez-vous, je peux avoir toutes sortes d'affaires. Dernière chose qu'on peut avoir aussi avec un édifice commercial, c'est des contrats de service sur des biens qui sont localisés sur du mobilier qui est localisé dans les locaux. Par exemple, lorsque c'est un édifice à bureau dans lequel on a des services, c'est possible que sur chaque étage, il y ait un style petite cafétéria et souvent, s'il y a par exemple une cafetière, ça se peut qu'il y ait une compagnie qui vienne remplir la cafetière et faire l'entretien de cette cafetière-là. Si c'est le cas, faites attention, OK? Parce qu'une cafetière en tant que telle, c'est un électroménager qui est un bien meuble. Donc, si le vendeur a l'intention de partir avec la cafetière, j'ai pas besoin de mettre à 4.6 le contrat avec la compagnie de traiteur. Parce que la cafetière va disparaître au moment de la vente, donc j'ai pas besoin de divulguer ce contrat-là. Par contre, si on est pour inclure la zone repas dans l'édifice, donc on laisse tout le mobilier qui est dans la petite cafétéria, incluant ce type d'électroménager-là, là, il va falloir aller mettre à 4.6 qu'il y a un contrat de service pour la cafetière. Parce que là, c'est un contrat de service qui est rattaché à ce qui va être inclus dans la vente. OK? Donc, la logique, là, c'est que d'ores et déjà, il faut mettre tous les contrats qui sont rattachés à l'immeuble. Et si en plus, on a des contrats qui sont rattachés à du mobilier qui va rester dans l'immeuble, ça aussi, il faut les mettre à 4.6. Tout le reste, j'ai pas besoin de le mettre à 4.6. OK? Est-ce que ça va pour les contrats de service? Est-ce que vous auriez des suggestions ou des exemples que vous voulez qu'on partage avant de se laisser? Ou sinon, vous me dites tout est clair, on est correct? Parfait. Ce qui veut dire qu'au prochain cours, je vais juste vous mettre le syllabus à l'écran. Donc,
Au prochain cours, on a rattrapé le petit retard qu'on avait. Donc, heureusement, on a réussi à couvrir jusqu'au contrat de service qui était à l'horaire pour aujourd'hui. Donc, mardi prochain, le 22 novembre, qui est le cours numéro 5, on va continuer notre étude du chapitre 2 et à la fin du cours, on va prendre environ une trentaine de minutes pour parler de l'évaluation mi-cours. Donc, je vais vous indiquer à quel endroit vous allez le chercher, comment vous le complétez, comment vous me le retournez. Je vais vous donner aussi des conseils pratiques sur combien de temps il faudrait investir en principe là-dessus. Et je vais aussi, bienvenue, et je vais aussi laisser une période à la fin du cours, dans le 30 minutes, là, je vais garder un petit, peut-être 5-10 minutes pour des questions, OK? Parce que comme ça va être le dernier cours avant l'évaluation mi-cours, je veux vous laisser un temps de parole si vous avez des questions. Donc, je vous rappelle, mardi prochain, cours super important parce que c'est le dernier avant l'intra. Et l'intra, si vous ne l'aviez pas déjà écrit dans votre agenda, va se tenir du vendredi 25 novembre au dimanche 27 novembre avant minuit. Donc, pour aujourd'hui, je vous laisse aller. Merci d'avoir été là et d'avoir été dynamique et d'avoir participé. Je vous revois mardi prochain. Donc, je vous souhaite une belle semaine et une belle fin de semaine. À la semaine prochaine.